Le terme de race est-il un concept scientifiquement opérationnel pour Homo sapiens? Homo sapiens, je le rappelle, c'est l'être humain. Il est curieux de constater que le terme de race, qui désignait dans les débuts de l'anthropologie la réduction de la diversité biologique humaine observable à une classification typologiste à prétention hiérarchisante, paraissent conserver une valeur opératoire non seulement dans les discours idéologiques ou populaires, qui tentent toujours de faire reposer une visibilité morphologique sur la différence avec l'autre, mais aussi chez quelques chercheurs relevant des sciences de l'évolution. Ce mot est, vous le savez, très lourd de sens. Et je pensais, en tant qu'anthropobiologiste, ayant un petit peu de bouteille sur le sujet, que l'affaire était réglée et enterrée depuis longtemps grâce aux travaux des anthropobiologistes et des généticiens des populations. Cette idée que la race soit un objet scientifique n'est pas récente, puisqu'elle a hanté l'anthropologie physique au XIXe et XXe siècle. Elle a tout d'abord relevé des curiosités, puis les anciens voyageurs ou les naturalistes percevaient bien des différences entre populations humaines qu'ils rencontraient et observaient, mais ils avaient du mal à en donner des explications ordonnées et cohérentes. Ils décrivaient des populations extraordinaires en interprétant mal ce qu'ils voyaient, le cas célèbre de Marco Polo, ou par exemple dans son essai sur les générations chez les animaux paru en 1651, le médecin William Harvey, à qui l'on doit la première description complète de la circulation sanguine, écrivait ces lignes: « Un chirurgien, homme de probité et mon ami particulier m'a raconté de bonne foi qu'après son retour des Indes orientales, qu'en l'île de Bornéo, dans des lieux les plus éloignés des mers et monstrueux, il y naît aujourd'hui un certain nombre d'hommes à queue, desquels il vit une fille, laquelle avait une queue charnue d'une longueur d'un pied, réfléchie entre les fesses, et qui lui couvrait l'anus et les parties honteuses, tant la nature a eu soin que ces parties fussent couvertes. » Le mot de race date du XIVe siècle, génératio. Le terme a été utilisé par Bernier, et ce sera qu'en 1758 que Linné introduira l'homme dans le règne animal. L'encyclopédie du XIXe siècle, en cela la pensée de Buffon, considérait dans l'article race humaine que ce concept était impropre pour désigner les variétés de l'espèce humaine, puisqu'il n'y avait pas de discontinuité au sein de celle-ci. Pour Buffon, la diversité biologique humaine est le produit d'une adaptation au milieu. Il reprend l'idée de Maupertuis, d'une origine blanche de l'humanité dans le Caucase, puis d'une dégénération sous l'influence du climat, de l'alimentation et du mode de vie dans les autres parties du monde. Pourtant, les anthropologues du XIXe siècle passeront une grande partie de leur temps à proposer des modèles classificatoires toujours plus subtils ou plus sophistiqués, pour finalement ne décrire que des peaux claires ou foncées et des grands et des petits. Les constructions classificatoires du XIXe siècle s'appuieront sur des arrangements morphologiques assez incongrus, chaque auteur montrant une ingéniosité particulière à privilégier tel ou tel caractère. La subjectivité de l'observateur, qu'il soit voyageur ou anthropologue, mettait en avant les similitudes ou les différences, parfois même sous couvert de mesures biométriques, plus ou moins objectifs. Et là, je vous renvoie évidemment aux critiques acerbes de Stephen Jay Gould sur les travaux de Broca dans son ouvrage La malmesure de l'homme. Mais que ce soit par l'approche qualitative ou quantitative, les modèles de classification raciologique appliqués à l'homme seront rejetés par Darwin de manière catégorique. L'idée généralement avancée à l'époque est que le terme de race représente un groupement particulier au sein de l'espèce. On parle alors de race géographique, dont le processus a été montré par Darwin chez les animaux, et de race domestique. Les deux facteurs sont d'une part l'isolement géographique. L'éleveur élimine les individus n'ayant pas les caractères recherchés et stabilise les caractères retenus au cours des lignées. Chez l'homme, les caractères différents entre groupes biologiques humains auraient comme cause l'isolement géographique ou la sociologie, comme la pratique de l'endogamie, le fait de se marier entre soi. Mais ces caractères ne permettent pas de constituer des entités biologiques particulières par rapport à leurs voisins. Si les populations sont hétérogènes, c'est à la fois parce que les individus qui les composent possèdent un patrimoine héréditaire commun caractéristique de l'espèce, mais aussi que celui-ci varie d'un individu à l'autre. Il y aura entre 1 et 6 milliards de races si on reste sur ce critère. Au niveau populationnel, ce qui constitue l'outil de travail des anthropobiologistes, les différentes fréquences géniques varient plus ou moins suivant les populations et peuvent s'exprimer par des variations morphologiques discrètes ou continues, toujours influencées par les contraintes environnementales. Pour les caractères morphologiques, qui résultent de l'interaction entre la génétique et le milieu, ou pour les fréquences géniques, les clines sont clairement identifiables. La notion de race géographique est acceptable dans le règne animal ou végétal, or il n'en est rien chez l'homme. Sur le plan statistique, on constate que des différences fréquentes entre variables
ce qui n'induit pas l'idée de race. On pourrait être en présence de race humaine, si ce n'est pour un caractère anatomique donné, la taille par exemple, entre deux groupes humains. Eh bien, la variance interpopulationnelle à l'intérieur des populations est supérieure à la variance intrapopulationnelle, c'est-à-dire à l'intérieur d'une population, est supérieure entre la variance entre deux populations. Et dans ce cas, ça revient à dire que finalement, le concept de race chez l'être humain n'est pas acceptable scientifiquement. Les grandes classifications émises par certains naturalistes du siècle passé, Schauweiler, alors j'en étais où ? Les grandes classifications émises par certains naturalistes du siècle passé, et hélas par quelques contemporains, ne répondent pas au processus de validation scientifique. L'hypothèse des 5 grandes races humaines, d'après les critères morphotypiques, caucasoïdes, négroïdes, mongoloïdes, australoïdes et primitives, n'est pas plus pertinente que la répartition des 4 grands groupes basés sur la couleur de la peau, leucoderme, mélanoderme, xanthoderme, race primitive. Bien qu'on la rencontre parfois dans la littérature médicale, en particulier en médecine génétique ou en psychiatrie. Même si c'est un langage plus moderne, on parle d'Afro-Américains ou d'Américains d'origine européenne selon les cas. Mais on va bien sûr le retrouver dans tous les discours de certaines industries pharmaceutiques, discours relevant plus du marketing ethnique que d'un véritable savoir scientifique. Dans les années 60, alors que se vendait encore le que sais-je d'Henri Valois intitulé « Les races humaines », la génétique des populations a fait définitivement perdre la crédibilité à la notion de race, car maintenir celle-ci reviendrait à nier à la fois le polymorphisme qui est responsable d'une évidente variabilité au sein de notre espèce, sans toutefois arriver en définant les taxons, et le poids de l'environnement. Et c'est justement le polymorphisme exceptionnel de notre espèce qui nous a permis une grande adaptation aux variations du milieu, impliquant en particulier que les individus appartenant au même stock génique initial présentent d'importantes différences génétiques et morphologiques avec la population mère, c'est-à-dire que d'une génération à l'autre, lorsqu'on migre, il y a des changements qui s'opèrent. La pression sélective exercée par le nouveau milieu va alors favoriser le développement des individus dont les gènes sont les mieux adaptés. Ça, c'est le darwinisme de base. Si l'usage du mot race est devenu commun, disons populaire, c'est parce que d'une part, un raccourci de langage, mais surtout qu'il s'arroge le droit de se positionner comme un terme physiognomonique voulant intégrer à la fois les traits biologiques, culturels, sociaux, religieux, voire économiques d'un individu, pour tenter de réduire à une identité collective encerclée par la xénophobie. Et là, ce sont les sciences humaines et sociales qui ont beaucoup à dire. Mais bien sûr, les biologistes et généticiens ne doivent pas rester à l'écart des débats. Le généticien Alberto Piazza rappelait « Les caractères extérieurs du corps, comme la couleur de la peau ou la forme de la tête, résultent pour la plupart de l'adaptation au milieu. Une analyse phylogénétique des groupes humains, sur la base de critères stables et non soumis à l'influence du milieu, ne permet pas de les classifier selon des races. La variation génétique est beaucoup plus importante entre les individus d'une même population qu'entre groupes différents. L'étude de la diversité génétique nous renseigne beaucoup sur l'histoire et la géographie de la population et rejoint l'analyse linguistique. Donc, pourquoi aujourd'hui les débats sur ce non-concept scientifique ? D'une part, parce que dans l'idéologie raciste, les faits de nature, disons biologiques, et de culture se superposent dans un ordre social imaginé. De ce fait, la notion de diversité culturelle devient inséparable des caractéristiques morphologiques attribuées à tel ou tel groupe humain. Les caractères, qu'ils soient physiques ou culturels, sont alors considérés comme héréditaires. Il faut donc revenir à Lévi-Strauss, pour qui l'être humain est une partie intégrante de la nature. D'abord, il a rappelé que c'est un être vivant, qui a un corps, un organisme, et comme tel, il est soumis aux lois de la biologie. La nature le nourrit, elle peut aussi le rendre malade, on le voit bien aujourd'hui. Elle le gouverne le cours de sa vie, de la naissance à l'enfance, à la vieillesse, à la mort. Mais c'est aussi un être de culture et de société. Et pour Lévi-Strauss, il faut revenir là-dessus, et c'était justement au moment de l'UNESCO en 1959, il rappelait que le concept d'individu humain renvoie à un membre d'une espèce naturelle, biologiquement déterminée, mais qu'il est en même temps une personne humaine qui renvoie à un être social historiquement situé. Donc chez l'individu, il y a deux choses, il y a l'aspect biologique et il y a l'aspect social et culturel. Les stéréotypes. Alors, les stéréotypes sont des constructions sociales qui sont transmises dans la vie quotidienne en tant que représentation portant sur l'autre, en tant que personnalité collective. Les stéréotypes peuvent être positifs, mais sont généralement utilisés pour préparer ou valider l'exclusion sociale et culturelle de groupes humains, jugés comme inférieurs ou pouvant remettre en cause notre style de vie.
Le stéréotype fait appel aux représentations collectives et aux imaginaires. C'est une construction de l'esprit qui n'existe pas en soi. Les stéréotypes identitaires sont parmi les plus courants. Lorsqu'une communauté établit des représentations stéréotypées de l'autre, c'est elle-même qu'elle caractérise. En réalité, on le sait bien. L'ouvrage pionnier dans la théorisation de ce terme est celui de Walter Whitman, Opinion publique, qui paraît en 1922. Le journaliste et écrivain américain y étudie notamment la place qu'a l'opinion publique dans le fonctionnement des démocraties modernes et met en évidence le fait que les stéréotypes, ce qu'il appelle les images dans notre tête, sont au fondement de la perception que nous faisons du monde et proviennent de sa compréhension et de son interprétation. Le stéréotype est ainsi ancré à l'origine dans les interactions sociales et révèle l'image que les membres d'un groupe se font d'eux-mêmes et des autres. Les fonctions du stéréotype participent au maintien de la cohésion du groupe par deux moyens. Le premier est d'ordre communicatif. En effet, le stéréotype facilite la communication tout en économisant de longues répétitions de choses déjà assimilées et contribue à faciliter l'échange d'informations, car le degré de redondance en est élevé. L'effort d'assimilation intellectuelle que doit faire le récepteur en est réduit ainsi grâce au processus automatisé de réflexion implicite. C'est ce qu'on nomme une opinion toute faite. Le second ordre est socio-psychologique, puisqu'il organise l'identification-inclusion de l'individu à une collectivité de valeurs communes et l'altérisation-exclusion des autres. L'autre est perçu à la fois comme celui qui est hors du groupe et comme celui qui peut menacer son intégrité. Ceci explique l'existence de tous les stéréotypes de déviance frappant ceux qui transgressent ou enfreignent la norme sociale. Pour l'individu, l'intégrité du groupe correspond à la préservation de son individualité. Dans la pratique, le maintien d'identité signifie la conservation des éléments essentiels qui le spécifient et le différencient des autres. Le stéréotype sert donc de mécanisme défensif d'un système qui se sent menacé dans son unicité par un système extérieur. Dans le cadre de ce type de représentation collective, les stéréotypes raciaux, voire ethniques et nationaux, apparaissent comme une forme particulière, générant une tendance des groupes à l'ethnocentrisme. Il ne s'agit pas de simple construction imaginaire, en effet, dans la mesure où les groupes sont en contact les uns avec les autres et où leurs relations s'accompagnent de contradictions, de rapports de domination et de dépendance. Les stéréotypes remplissent aussi une fonction idéologique à l'égard des conflits et des discriminations réelles. Ils s'intègrent fortement dans la gestion de l'interculturel. Au cours de recherches antérieures, nous avions déjà privilégié l'analyse d'une certaine catégorie de stéréotypes, ceux qui relèvent de différences morphologiques et des attitudes d'identification et inclusion de l'individu à une collectivité de valeurs et d'altérisation-exclusion des autres, en choisissant l'axe des relations nord-sud dans un contexte initialement colonial. Ce choix n'est pas innocent. La question des stéréotypes dans le rapport nord-sud est un champ de recherche immense qui doit continuer à être développé. En réalité, aucune représentation, y compris savante, n'échappe totalement à la stéréotypification, comme nous l'avions montré au sujet du couple arabe-berbère. Il s'agit d'un mode de représentation qui s'inscrit dans notre relation entre soi et les autres. Le stéréotype du berbère le positionne plus proche de nous que l'arabe, tant par sa morphologie, les fameux berbères aux yeux bleus, que par sa culture. Une des seules façons de procéder crédible pour l'analyse de la fonction des stéréotypes est de montrer les itinéraires et les ressources disciplinaires mobilisées. Cette démarche a mis en évidence combien la batterie des stéréotypes est constamment réactivée et a souligné paradoxalement comment la pratique de la recherche sur ce thème nourrit l'imprécation et l'exécration. Elle installe l'autre a priori dans une fonction de fauteur de troubles, désordres individuels et sociaux, qui entretiennent à la fois désir et fantasme de neutralisation, si ce n'est d'exclusion. Le fonctionnement du stéréotype est en principe associé à des signes linguistiques, lexème ou configuration lexématique, dont l'énonciation évoque un halo d'associations connotations plus ou moins confuses. Mais on peut aussi présenter de formes non lexicalisées, en particulier la gestuelle, les communications non verbales, le cinéma, la musique, etc., voire la danse. Pour l'analyse de l'usage du stéréotype dans le cadre des relations Nord-Sud, on a pu se référer par exemple à une étude de cas précis, la mise en scène par des journaux français à grand tirage de la légitimation de la conquête du Maroc. À travers l'analyse de l'imagerie univoque qui donne forme à une représentation populaire de l'altérité marocaine, on est en présence d'un processus d'élaboration d'un stéréotype. Les images ne se contentent pas de décrire, de photographier le réel, mais elles suggèrent et se surchargent de symboles qui excitent l'imaginaire parce que le traitement expressionniste des gravures est exacerbé.
L'imagerie populaire s'en sert pour théâtraliser et psychodramatiser la confrontation entre les sociétés dans un rapport de domination coloniale. Cette imagerie a ceci de commun avec la propagande qu'elle se constitue en un système clos sur lui-même. Il s'agit de donner à l'autre une identité attribuée, forte, par opposition à une identité revendiquée par soi. La forme de cet imaginaire en forme évoluée avec l'explosion de la diversité des modes de communication, mais on constate que les mêmes reproductions de la caricature et de l'accentuation des messages sous le couvert de l'objectivité de l'image, c'est ce qu'on observe aussi aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Cet imaginaire du rapport de soi à l'autre se recompose sans arrêt en fonction des lectures du passé et du présent et demeure très actif comme cadre de référence, et comme réservoir de stéréotypes. Notre relation au Maghreb aujourd'hui fonctionne sur le même schéma que durant l'époque coloniale, puisque les modes d'expression privilégiés de l'imagerie populaire, la figure de l'arabe, tant physique qu'au mental, mobilisent les principaux fantasmes et stéréotypes de l'altérité radicale. On voit... Oh, je regarde le temps qui me reste. Et il te reste 1 minute. Il me reste 1 minute. Ah, moi, il me reste encore 5 minutes, mais je... Donc 1 minute, vas-y. D'accord, je vais conclure. Alors, je vais conclure. Le stéréotype qui nous intéresse ici, c'est un itinéraire de recherche qui est centré sur les perceptions identitaires et différentielles du physique de l'autre en tant que première prise de conscience de son identité et partant sur les qualifications mentales qu'elles sont censées générer. Il est certain que les stéréotypes sont souvent construits à partir d'un substrat biologique et morphologique, le morphotype, c'est-à-dire l'apparence, vers une représentation sociale de l'autre. Prenons par exemple la classification morphologique mise en place par l'anthropologie physique du siècle dernier, qui ont du mal à être formalisées dans les illustrations d'ouvrages, pas de caractère propre aux Arabes ou aux Berbères, et encore moins de différence entre les diverses ethnies africaines. Il y a l'Africain, point. Seul compte l'indigène. Il faut aussi souligner que l'expérience donnée au corps ne se situe pas dans le seul registre de l'apparence physique, mais en une série de poses intégrant à la fois morphologie, vêtements, langage et gestuel. Un ensemble dans lequel chaque élément conforte les autres et qui finit, dans le cadre du stéréotype, par être le signe de sa totalité. Merci.